Dog Armor. Les gosses aiment les hot dog Armor. Oh, waouh, c'est ma préférée. Les indignes, les sages, les rebelles, les timides, les intrépides. Même avec la varicelle, on en veut encore. Hot dog Armor. Les seuls que les gosses adorent. T'es mort! Parle pour toi, connard! Vraie putain de caisse de merde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au film Demolition Man avec Sylvester Stallone. Et c'est la première fois sur la chaîne que je vous parle d'un film avec Stallone. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'attendais justement le bon moment pour vous parler de celui-là en particulier. Ça fait partie, en dehors des Rocky, de mon film préféré de Stallone. Je vous le dis clairement, c'est un petit miracle ce film, et surtout, c'est ce qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est qu'il a beaucoup plus à dire qu'il n'y paraît. Un film qui a très bien vieilli justement grâce à plein de thématiques dont on va parler cette semaine. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Demolition Man avec Sylvester Stallone, un film sorti dans une année très bonne pour le cinéma. Restaurez votre calme, John J'en ai Spartan. ras-le-bol de restaurer mon calme. Je vais retrouver Phoenix et je vais lui faire restaurer son calme une fois pour toutes. 1993, c'est l'année de Jurassic Park, de Madame Doubtfire, de Last Action Hero ou encore de Cliffhanger. Le public enchaîne les gros cartons entre dinosaures révolutionnaires, comédie culte et action débridée. Et au milieu de tout ça, débarque Demolition Man, un ovni futuriste avec Stallone en flic cryogénisé, Wesley Snipes en psychopathe fluo et un Los Angeles transformé en société ultra clean, sans violence, sans insultes et sans contact physique. À ce moment-là, Stallone est toujours une star, mais il cherche un second souffle. Il vient de marquer des points avec Cliffhanger après quelques échecs, et tente ici un pari plutôt audacieux, mélanger baston et critique sociale. Et ça fonctionne. Parce que derrière les blagues sur les coquillages et les coups de pied sautés, Demolition Man pose une vraie question. Que reste-t-il de la liberté quand tout est contrôlé, sécurisé et nettoyé ? Eh bien 30 ans plus tard, ce qui ressemblait à une parodie fluo commence à ressembler de plus en plus à une prémonition. À l'origine de Demolition Man, on trouve un scénario écrit par Peter Lenkov, jeune diplômé sans réseau ni contact à Hollywood, qui enchaîne les scripts dans l'espoir de percer. Il s'inspire à la fois de L'Arme Fatale, de récits sur la cryogénisation et de la chanson Demolition Man de Sting, qu'il écoute en boucle, faute de pouvoir changer de cassette dans sa voiture. Son idée d'un flic cryogénisé projeté dans un futur aseptisé ne convainc pas immédiatement. Mais lorsqu'il recentre l'histoire autour d'un super flic confronté à un criminel de son temps dans un monde sans violence, le projet attire enfin l'attention. C'est un certain Daniel Waters qui transformera le script original, au point d'en recevoir le premier crédit d'écriture. Le gars venait quand même d'écrire le scénario de Batman le défi de Tim Burton, c'est quand même plutôt pas mal. Sa version intègre une couche satirique absente de la première mouture et assume un ton plus proche de Sleeper de Woody Allen qu'un simple film d'action classique. C'est lui qui imagine d'ailleurs un futur calqué sur une extension permanente d'un centre commercial comme Universal City Walk. Mais Waters ne revendique aucune visée politique, il insiste sur la nécessité d'un juste milieu dans la société que son film caricature. Certaines idées resteront bien sûr cultes, comme celle des 3 coquillages. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Mais presque par hasard, en panne d'inspiration pour imaginer des toilettes futuristes, Waters appelle un ami scénariste qui se trouve justement aux toilettes, face à un sachet de coquillages décoratifs. L'absurde a été conservé. D'autres détails sont plus pragmatiques, comme le Taco Bell, qui devient le restaurant vainqueur de la guerre des chaînes après le refus de Burger King et McDo de participer au film. Le projet passe entre plusieurs mains. Fred Decker, non crédité au scénario, ajoute d'ailleurs le prologue de 1996 pour mieux opposer le passé et le futur. Jonathan Lemkin effectue lui aussi des réécritures, tandis que Steven de Souza, l'auteur du scénario de Die Hard, recommande de placer l'action encore plus loin dans le temps pour rendre le choc culturel plus crédible. Sa suggestion est refusée, mais l'arc narratif autour de la fille de Spartan, principal argument des producteurs, sera finalement coupé au montage. La réalisation est confiée à Marco Brambilla, un cinéaste canadien venu de la pub.
Il n'a jamais tourné de long métrage auparavant, c'est David Fincher qui le recommande à Joel Silver après l'échec d'un autre projet. Brambilla réécrit une partie du film avec Waters, tout en s'entourant d'une équipe très expérimentée, Stewart Baird au montage, Alex Thompson à la photo et Bob Ringwood au costume, connu pour Dune de David Lynch. Côté casting, plusieurs changements, avec d'abord Steven Seagal qui était envisagé pour le rôle principal, et Jean-Claude Van Damme pour celui de Phoenix. Jackie Chan, lui, refuse le rôle du méchant. Finalement, c'est Wesley Snipes qui est convaincu par Brambilla sur le tournage de Soleil Levant. Il apporte une énergie improvisée au personnage, complémentaire de celle de Stallone, avec qui il s'entend parfaitement. À ce moment-là de sa carrière, Stallone vit un véritable passage à vide. Les années 90, ça démarre très mal pour lui, avec Tango et Cash, Arrête où ma mère va tirer, l'échec aussi de Rocky V. Et de son côté, Arnold Schwarzenegger, il n'a pas rencontré le succès non plus en 1993 avec Last Action Hero qui n'a pas rencontré son public à l'époque. Bref, c'est pas la folie, alors que de son côté, Wesley Snipes, il est en pleine montée. Il a été révélé par Spike Lee dans Jungle Fever et enchaîné par la suite avec Soleil Levant et Passager 57. Bref, un monument des années 80 contre la nouvelle garde des années 90. Le rôle de Huxley, d'abord confié à Laurie Petty, revient finalement à Sandra Bullock après seulement 2 jours de tournage, à cause de tensions avec Stallone. C'est Lorenzo Di Bonaventura qui suggère d'ailleurs Bullock, repéré grâce à sa démo. Enfin, Denis Leary rejoint le projet pour ses monologues comiques qu'il écrit lui-même, mais qui doivent passer par tout un processus d'approbation du studio. Le tournage bénéficie d'un certain luxe technique. General Motors fournit d'ailleurs 18 prototypes de véhicules futuristes, dont l'Ultralight produit en plusieurs exemplaires en fibre de verre. La ville de Los Angeles autorise l'équipe à faire exploser un ancien bâtiment municipal, permettant une maîtrise bien plus fine de la scène de destruction. Le plan de tournage, initialement prévu pour 72 jours, s'étire finalement sur 112 jours, à cause de blessures, de pluies diluviennes qui se sont abattues sur les plateaux et même d'un incendie. Le tournage est si chaotique que 5 assistants réalisateurs sont mobilisés. Certains reprochent à Silver d'avoir engagé un réalisateur sans expérience, ce à quoi il répond « Mais Marco a fait un travail remarquable. Nous sommes en retard parce que c'est un film très difficile à réaliser. » Les lieux de tournage incluent la cryoprison installée dans le centre de détention Metro, en plein centre de Los Angeles, et le Pacific Design Center utilisé pour représenter l'immeuble de Huxley. Le montage final de Demolition Man est supervisé par Stewart Baird, déjà rompu au blockbuster, comme L'Arme Fatale et Piège de Cristal, et il est crucial. Le ton du film repose en effet sur un équilibre délicat entre satire, action et science-fiction. Plusieurs scènes sont d'ailleurs supprimées, dont une sous-intrigue importante, Spartan retrouvait sa fille dans le futur. Quand je regarde autour de moi, je pense à ma fille qui a grandi dans ce monde-là. Les screen tests ont montré que ça ralentissait le rythme et brouillait le message. La musique est confiée à Elliot Goldenthal, qui livre une partition à la fois dissonante et martiale. Dans la lignée de ses compositions pour Alien 3, on y retrouve des cuivres stridents, des percussions métalliques et des nappes oppressantes qui donnent au film une identité sonore plutôt forte. Mais une chanson est conservée bien sûr au générique de fin, Demolition Man de Sting, clin d'œil évident au titre du film et à son origine que vous connaissez maintenant. En post-prod, la Warner est plutôt confiante. Le studio parie sur l'association inédite Stallone-Snipes, sur l'originalité du concept et sur l'aspect visuel très abouti. Le film sort en octobre 1993 aux États-Unis, précédé par une avant-première à Los Angeles avec les véhicules futuristes exposés sur le parvis. Côté critique, la réception est mitigée. Certains y voient une série B ambitieuse et inventive, tandis que d'autres un blockbuster confus qui pousse pas assez loin sa satire. Mais tous s'accordent au moins sur un point, le film ne ressemble à aucun autre. Il désoriente avec ce mélange de second degré d'action et de commentaires sociaux. Demolition Man n'est pas un carton critique, mais il intrigue tout de même. Il est même plutôt bien accueilli en France, où le public apprécie davantage la satire d'un monde aseptisé. Au box-office, le film a plutôt bien fonctionné, atteignant 159 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget estimé à 57 millions. Il est numéro 1 au box-office américain la semaine de sa sortie et surtout, il vieillit très bien. Le film gagne en popularité au fil des années grâce à sa vision dystopique étrangement proche de certaines évolutions réelles. L'interdiction de contact, l'ultra-réglementation et la censure par les amendes automatiques. Ce qui faisait plutôt rire en 1993, nous fait maintenant franchement réfléchir. Merde. Aujourd'hui, Demolition Man est considéré bien sûr comme un film culte. Sa vision du futur caricatural à l'époque est d'ailleurs souvent citée comme visionnaire. Les 3 coquillages sont devenus un mème, et le personnage de Simon Phoenix a inspiré toute une génération d'antagonistes déjantés. Sandra Bullock y a obtenu son premier vrai rôle marquant, ce qui la propulsera un an plus tard avec Speed.
On va lui faire la pipe à ce mec. La peau. On va y faire la peau à ce mec. L'histoire se déroule dans le futur en 1996. Non mais dans le passé tu veux dire, vu que là on est dans les années 2020. Ouais mais le film est sorti en 1993. Ok ouais, par rapport à 1993. Los Angeles a sombré dans le chaos et un seul homme peut remettre de l'ordre, le sergent John Spartan. Le super flic qui tente d'arrêter Simon Phoenix. Bouge pas, Phoenix. Va te faire foutre. Tes passagers, ils se sont envolés. Où sont les otages? Il fait froid ici. Ou ça vient de moi? Je perdrais ma tête si elle était pas bien accrochée, je te jure. Je tâcherai de m'en rappeler. Il finit par le choper mais le bâtiment explose avec une trentaine d'otages à l'intérieur. Spartan est donc condamné à une peine de 70 ans de rééducation dans une prison cryogénique. C'est donc nu comme un verre qu'il se fait refroidir. On retrouve son caisson cryogénique en 2032 et Lenina Huxley, lieutenant de police, fait sa patrouille à une époque où très peu de délits sont commis, en dehors de quelques graffitis rapidement effacés. Dans les sous-sols, le gentil Edgar Friendly cherche à manger. Huxley est fan d'objets rétro et collectionne tout un tas d'antiquités du XXe siècle. On croirait un vrai studio de youtubeurs. Vous êtes toujours accro au XXe siècle. Sa rudesse vous fait flasher, sa violence vous branche, comme on disait alors. Vous n'avez jamais envie qu'il se passe quelque chose? Grand Dieu, non. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu d'action? Dans la prison, lors de son audition pour libération conditionnelle, Phoenix parvient miraculeusement à se libérer et tue le directeur. L'alarme est déclenchée au poste de police qui découvre pour la première fois le code meurtre. Meurtre, mort, détruire. Meurtre, mort, détruire? Dernier cas enregistré, 25 septembre 2010. Et au passage, ils ont tué Jean Dujardin. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Ils parviennent à le localiser et lancent le dispositif Action. Phoenix consulte ChatGPT et prend des infos sur Edgar Friendly qu'il envisage de tuer sans trop savoir pourquoi. Il se débarrasse sans souci de quelques officiers non formés pour faire face à une telle situation. On est des policiers, on n'est pas formés pour faire face à ce genre de violence. Il décide donc de réveiller le seul capable de l'arrêter, John Spartan, surnommé le Demolition Man. John Spartan. Exact. On l'appelait Demolition Man. Vous êtes sûr que ces choses ont réellement existé? Demolition Man est un animal. Il est clair que c'est l'homme qu'il nous faut pour ce travail. Il apprend que sa femme est morte en 2010 lors d'un tremblement de terre dévastateur. Il découvre aussi la nouvelle façon de vivre dans le futur. Il a été estimé que tout ce qui nous fait du mal est mauvais. Vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. L'avortement aussi est interdit, de même que la grossesse si vous n'avez pas d'autorisation. Où est votre John Spartan? Oh, je l'ai vu entrer aux toilettes, ça veut dire qu'il est totalement décongelé. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plus de papier toilette. Au XXe siècle, ils utilisaient des poignées de feuilles de papier pour ce que vous savez. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. Plus besoin de coquillages. Spartan rejoint Phoenix au musée, seul endroit où des armes sont encore exposées et donc disponibles. Sur le trajet, ils écoutent des pubs à la radio. Même avec la varicelle, on en veut encore. Oh, Doc Armor. Comme aujourd'hui finalement, bah ouais, quand t'allumes la radio, il n'y a plus que de la pub. C'est pour ça que plus personne n'écoute d'ailleurs. Mais au moins dans le film, les pubs sont plutôt sympas. Simon s'empare de l'arme la plus futuriste pendant que Stallone, qui pète la classe dans son costume, se prépare à l'appréhender. Hé, Luke Skywalker, utilise la force. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que... Un bref affrontement, Phoenix se retrouve nez à nez avec le docteur Cocteau, le directeur de la cité, mais son conditionnement l'empêche de le tuer et il parvient à échapper à Spartan. Vous avez de la veine qui vous est pas butée. Je ne sais pas ce que buter veut dire. Quoi qu'il en soit, ça semble très désagréable. Il doit avoir les moules à présent. Il est dans la mer jusqu'au cou. Les boules, avoir les boules et dans la merde jusqu'au cou. Je serais heureux que vous m'accompagniez à la Pizza Hut. Ils sont donc cordialement conviés pour dîner à la Pizza Hut. Au cours du dîner, il intervient pour stopper une bande de pillards avant de se rendre compte qu'ils cherchaient seulement à manger. Phoenix demande à ce que d'autres détenus soient libérés et Huxley de son côté propose à Spartan de faire l'amour. Façon casque VR. Et voilà. On commence dans quelques secondes. On commence quoi? À faire l'amour, bien sûr. Vous avez rompu le contact. Contact? Le contact, je vous ai même pas touché. C'est ça que vous appelez faire l'amour? Bon, Huxley, qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça à l'ancienne mode? Oh, c'est dégoûtant. Un transfert de fluide.
Non, je veux dire bander, baiser, faire crac-crac boum-boum, s'envoyer en l'air, quoi. Après le sida, il y a eu le NRS. Et après le NRS, le UBT. Vous n'êtes qu'une créature sauvage, John Spartan. Veuillez sortir immédiatement de mon domicile. Grâce à un enregistrement, il se rend compte que Cocteau a libéré Phoenix après l'avoir doté de toutes les capacités lui permettant de devenir le parfait terroriste du XXIe siècle. Tandis que lui est devenu une parfaite couturière. Il restaure son calme et se rend chez Cocteau et le met en garde. Puis accompagné d'Huxley et de Garcia, ils se rendent dans les égouts pour arrêter Phoenix. Edgar lui dévoile la vérité. Il est en guerre contre la société aseptisée de Cocteau. Et coucou Jack Black! Phoenix et ses nouveaux acolytes tentent de les tuer, mais ils s'échappent et une course-poursuite s'engage. Elle attendait que moi. Conduite automatique! Conduite automatique engagée. Je vais te faire la poule à zéro! Freine! Freine! Putain de caisse de merde! Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une boîte de raviolis. C'est de la mousse anti-choc, ça vous a sauvé la vie. Vous m'emmerdez, chef. Vous savez quoi? Vous me cassez les coudes, compris? Casser les coudes? Ouais. C'est presque ça. Phoenix met une bûche dans la cheminée et se prépare à recevoir Spartan et Huxley, définitivement sexy et badass dans son premier film. Est-ce que vous avez appris à vous battre comme ça? Oh, dans les films de Jackie Chan. Sur le point de décongeler 80 détenus dangereux afin de se constituer une véritable armée, Phoenix est rejoint par Spartan qui tente de l'arrêter. La scène d'action est vraiment efficace et l'affrontement final plutôt convaincant. Grâce à une capsule cryogénique, Spartan parvient finalement à mettre fin aux agissements de Phoenix, qui a définitivement perdu la tête. Il fait froid ici, ou ça vient de moi? C'est le plus beau jour de toute ma vie! Attention la tête! À l'aube d'une société nouvelle, les habitants vont devoir désormais apprendre à coexister en prenant le meilleur du nouveau et de l'ancien monde. Comment ça marche ces foutus coquillages? On ne pourra jamais s'en lasser de ce film, non pas parce qu'il a été visionnaire sur de nombreux aspects, mais surtout parce qu'il est vraiment drôle. C'est un film franchement hyper fun, qui se voulait peut-être pas d'ailleurs comme un film aussi drôle que ça. La VF est hyper réussie, moi j'ai beaucoup aimé aussi cette époque où Richard Darbois était la VF de Stallone, il l'a été notamment dans Tango et Cash. Je trouve que ça apporte un petit côté second degré à Stallone qui fait franchement plaisir. C'est un rat burger. Pas mauvais. Ouais, c'est même le meilleur burger que j'ai mangé depuis des années. Merci, Seigneur. Bien sûr que ce film reste une critique du politiquement correct et qu'on peut y voir pas mal de parallèles avec ce qu'on vit aujourd'hui, notamment la censure, le contrôle, les amendes, etc. On peut pas être vulgaire, il y a plein de choses qui sont interdites, c'est vrai. Mais pour moi, il est vraiment visionnaire par rapport à ce qu'il critique d'une société ultra propre, vegan. Là oui, le film, il a été vraiment visionnaire, là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez le sel, Bob? Le sel nous fait du mal, il est donc interdit. Et aussi au niveau capitalisme, où il a vu arriver les grosses chaînes qui bouffent les petites. Ça, bien sûr, ça a eu lieu dans les années 90, les années 2000, ça a lieu encore aujourd'hui. Et dès les premières minutes, le duel explosif entre Stallone et Wesley Snipes, il fonctionne. On a un flic old school façon Rambo en uniforme et Wesley Snipes qui balance plein de blagues, qui est ultra violent. Et puis il y a cette petite folie qu'on retrouve chez le Joker des Batman. Le concept aussi du réveil 36 ans dans le futur, je le trouve génial. Quand on aime les films qui parlent de voyage temporel, forcément on est à fond. Et puis vraiment, c'est vrai qu'au niveau de la société futuriste, dans le début des années 90, là le film a vu quand même arriver les voitures autonomes, plein de choses comme ça qui effectivement sont notre réalité aujourd'hui. Sur beaucoup d'aspects, ce film a été clairement visionnaire. Oui, sur plein d'aspects pratiques, le film a été visionnaire. Et Huxley qui n'arrive pas à prononcer les expressions de l'époque des années 90, c'est irrésistible, on en rigole encore. Chef, vous savez quoi? Vous me cassez les coudes, compris? Stallone est parfait dans ce rôle de dinosaure un peu paumé. Sandra Bullock, elle est étonnamment attachante en flic nostalgique. Leur duo fonctionne super bien, avec un humour basé sur le choc des cultures, parfois lourd, mais franchement souvent efficace. Et Demolition Man, s'il brille pas forcément par l'originalité du concept, ni par sa finesse, il a l'intelligence de ne jamais se prendre au sérieux, et c'est pour ça qu'il a si bien vieilli.
Tu crèves l'écran! Et bah ce petit plaisir coupable des années 90, moi franchement, il me fait toujours du bien. Le saut à l'élastique en hélicoptère au début du film a été coordonné par Charles Pisserni et réalisé par le cascadeur Ken Betts. Par mesure de sécurité et en raison du risque de recul dans les pales de l'hélico, un décélérateur a été utilisé à la place d'un véritable élastique et Betts a sauté à 91 mètres. Ils avaient déjà fait ça depuis des immeubles, mais jamais depuis un hélicoptère. J'ai d'ailleurs visionné des reportages d'époque à la Fondation Schwarzenegger. La Fondation Schwarzenegger? Le film mentionne qu'Arnold Schwarzenegger a été président des États-Unis après l'adoption d'un amendement constitutionnel lui permettant de briguer ce poste grâce à sa popularité. Et pure coïncidence, moins de 10 ans après la sortie du film, l'élection révocatoire du gouverneur de Californie de 2003 a été prévue. Cette élection a vu Schwarzenegger entamer sa carrière politique en tant que 38e gouverneur de Californie de 2003 à 2011. Peu après son élection, un amendement Arnold a d'ailleurs été proposé. Président. L'un des points forts du film est que Taco Bell est la seule chaîne de restaurants survivante après la guerre des franchises. Et il faut savoir que seuls les Pizza Hut ont survécu à la guerre des chaînes de restaurants. La version européenne du film remplace Taco Bell par Pizza Hut, car Taco Bell était moins connu hors des États-Unis et du Canada. Les deux chaînes de restaurants appartenaient d'ailleurs à PepsiCo. Les lignes de dialogue ont donc été redoublées et les logos modifiés en post-production. Et selon le Wall Street Journal, ce type de localisation de placement de produits était une première mondiale. Inspiré par le film, Dennis Rodman s'est fait teindre les cheveux et est coiffé de la même manière que le personnage de Simon Phoenix, joué par Snipes, pour ses débuts avec les San Antonio Spurs. Ce qui marqua le début de la teinture des cheveux de Rodman dans différentes couleurs. Snipes détestait d'ailleurs cette coiffure et l'a rasée dès la fin du tournage. Le développement de jeux érotiques pour le casque de réalité virtuelle Oculus Rift, devenu plus tard le MetaQuest, a été comparé à la scène de sexe virtuel du film. Pour célébrer le 25e anniversaire de Demolition Man, Taco Bell a recréé la version 2032 de son restaurant à San Angeles, au Comic-Con de San Diego en 2018. Le film a bien sûr retrouvé une pertinence renouvelée pendant la pandémie de Covid-19. Il a été perçu comme prédictif lorsqu'il y a eu des appels à mettre fin à la pratique de serrer la main et à la pénurie de papier toilette. Il n'y a plus de papier toilette. Dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077, 3 coquillages sont retrouvés dans la salle de bain de l'appartement du joueur. En 2022, Sylvester Stallone a fait un commentaire positif sur le film, il l'a toujours aimé. Selon lui, c'était un excellent film d'action, magnifiquement réalisé par Marco Brambilla, et les scénaristes étaient très en avance sur leur temps. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. C'est vrai, j'ai la pêche. Le succès de Demolition Man a donné évidemment des idées, et dès 1994, la Warner envisage une suite directe avec Stallone et Snipes, mais le scénario peine à convaincre. Plusieurs versions ont circulé, dont une où Spartan doit affronter un nouveau groupe rebelle dans une mégacité encore plus totalitaire. L'idée de ramener la fille de Spartan, jamais vue dans le film final, revient aussi régulièrement dans les brouillons. Mais Sylvester Stallone n'est pas vraiment chaud. Il enchaîne avec Judge Dredd en 1995, autre tentative SF, puis se recentre sur Copland ou encore sur Rocky Balboa. Quant à Snipes, ses déboires judiciaires et ses choix de carrière orientent sa trajectoire ailleurs. La Warner a donc décidé d'enterrer le projet. Mais avec la nostalgie des années 90, le film revient sur le devant de la scène et en 2020, Stallone lâche une bombe sur Instagram. On travaille sur une suite avec la Warner Bros et ça avance très bien. Et depuis, plus aucune nouvelle officielle, mais l'info continue de circuler, les fans s'emballent et Stallone, qui aime jouer avec sa communauté, continue d'entretenir le mystère. Si suite il y a, elle devra bien sûr répondre à une question devenue essentielle avec le temps. Peut-on encore rire de ce futur aseptisé quand il ressemble de plus en plus à notre présent ? Si Demolition Man semble aujourd'hui plutôt kitsch avec ses blagues faciles et ses scènes d'action spectaculaires, faut pas oublier qu'il cache une critique acerbe de la société, un futur aseptisé où la paix et la sécurité ont pris le pas sur la liberté et la spontanéité. En fin de compte, c'est pas juste un film d'action, c'est un avertissement. Un monde parfait, c'est un monde sans âme. Et Stallone, avec son poing levé, il est là pour nous le rappeler. Demolition Man, c'est une œuvre de son temps, mais qui résonne d'autant plus aujourd'hui avec des prédictions qui semblent toujours plus proches de notre réalité. Et la question qu'il pose est plutôt simple. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre liberté pour une sécurité excessive ? Soyez heureux. Soyez enculés. John Spartan, vous avez une amende d'un... Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Demolition Man. Alors je vais vous livrer tout de suite moi ma théorie sur les 3 coquillages.
Non, il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Parce que c'est vraiment le truc dont tout le monde parle. Moi j'ai toujours pensé que les 3 coquillages ça fonctionnait un petit peu comme les WC japonais. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Exquis ce nouveau parfum que vous nous offrez, cher ami. Mais pour moi, chaque coquillage a son utilité. En gros, il y en a un qui sèche, il y en a un qui rince, il y en a un qui nettoie. Voilà. Et c'est comme ça que je l'imagine depuis le début des années 90, même avant que j'entende parler des toilettes japonaises. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. Voilà, en tout cas, c'est mon idée. N'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré, franchement, me plonger dans les coulisses du film. Il y a plein de choses que j'ai appris sur Demolition Man. J'étais même pas au courant que c'est David Fincher qui a recommandé Marco Brambilla, donc à la réalisation de ce film. Marco Brambilla qui a pas fait grand chose d'ailleurs dans sa carrière, en dehors de Demolition Man et Dinotopia. Oui, si vous avez vu ce film, c'est Marco Brambilla. Pourtant, franchement, le film, il est très bien réalisé. La mise en scène est efficace. Moi, c'est vraiment, voilà, un de mes films préférés des années 90. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses grâce à cette vidéo. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee ou en cliquant sur le bouton rejoindre ici sur YouTube. Bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les sorties des prochaines vidéos. Likez cette vidéo si ça vous a plu et partagez-la autour de vous. Vous connaissez peut-être des fans de Demolition Man. Je pense que ça leur fera plaisir de voir cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine parce que derrière chaque film se cache une histoire à raconter. Paix et félicité sur chacun d'entre vous et soyez heureux. Paix et félicité, William Smithers. Paix et félicité, lieutenant Lenina Huxley. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage.